Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de cours sur la leçon quelques propriétés chimiques des métaux usuels, qui est une leçon en classe de troisième. Et donc, pour le plan général, d'abord, dans un premier temps, nous allons voir quelques propriétés physiques d'abord. Et dans les propriétés physiques, ce que nous allons faire cette séquence aujourd'hui. Sinon, les autres séquences, on va voir dans le grand 2 les propriétés chimiques. Et dans les propriétés chimiques, dans un premier temps, on va voir l'oxydation. L'oxydation, on sait que ça peut se faire à l'air libre. Et si ça se fait à l'air libre, on l'appelle tout simplement l'oxydation à froid. Si maintenant l'oxydation se fait en chauffant ou bien à une haute température, on parle de l'oxydation à chaud. Donc, c'est notre deuxième grande partie. Et la dernière partie va être constituée par l'action des acides dilués sur les métaux usuels. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Donc, la première séquence que nous allons faire aujourd'hui concerne les aspects physiques des métaux usuels. Donc, si on parle de métaux usuels, ce sont des métaux que nous utilisons d'une manière courante. On les utilise en tout cas beaucoup, que ce soit par nos matériels domestiques, que ce soit par les toitures, que ce soit par un peu les matériaux de construction. Et donc, c'est ça qu'on appelle les métaux usuels. Et essentiellement, dans le programme, en tout cas, qui est en vigueur au Sénégal, ce que nous avons retenu comme métaux usuels, c'est le cuivre, l'aluminium, le fer, le zinc et le plomb. Si on parle de propriétés physiques, donc cela est relatif à l'aspect, ça veut dire comment on peut reconnaître un métal, un tel ou tel métal. Donc ça peut se reconnaître par la couleur. Donc si je prends un métal en cuivre et un métal en zinc, donc évidemment si on les observe, on n'a pas la même couleur. Ok, donc par la couleur on peut les différencier. La masse volumique aussi, ça nous donne une idée sur un peu la lourdeur, la température de fusion, et aussi on va voir la masse molaire et conductibilité électrique. On sait aussi que les métaux, pratiquement tous les métaux, sont des conducteurs thermiques. Ça veut dire quoi? Les métaux conduisent en fait la chaleur. Si je donne un exemple, supposons ça, c'est une barre de fer, supposons, je chauffe ici à l'extrémité et à un certain temps, avec ma main, je touche ici, donc ça peut être chaud malgré c'est dans l'autre extrémité que j'ai chauffé. Donc ça conduit un peu la chaleur. On dit ce sont tous des conducteurs thermiques. Mais on résume en tout cas les aspects disons, pour les propriétés physiques. Et là, nous allons remplir ensemble un peu le tableau. L'aspect, c'est la couleur. Le cuivre, en fait, on connaît un peu la couleur du cuivre. Le cuivre, c'est un métal qui est utilisé souvent au niveau des fils électriques en général. La plupart des fils donc, sont faits à base de cuivre. Et donc, le cuivre a une couleur rougeâtre. Donc, rougeâtre, ça veut dire ça tend vers le rouge. Ok? L'aluminium, tout le monde connaît l'aluminium. On a des marmites en aluminium. On a un peu, disons, des fenêtres ou bien des portes en aluminium ou bien des objets en aluminium. On en a beaucoup. Mais en général, l'aluminium est blanc. Ici aussi, il faut comprendre, chaque fois on parle de la couleur parce qu'il peut arriver que le métal est usé, ça veut dire on l'a utilisé et que la couleur change. Mais naturellement, d'une manière à l'état neuf, donc ce sont les couleurs là que nous donnons.
même si on sait que dans la réalité, la couleur peut changer avec un peu, si on lise avec le temps. Le fer, c'est aussi blanc, mais blanc qui tend vers le gris. Blanc, on va dire ici, blanc grisâtre, blanc grisâtre. Le zinc aussi c'est blanc, mais ici un blanc qui tire vers le bleu. En général, on l'appelle blanc bleuté. Et maintenant le plomb, c'est aussi blanc et qui brille. On l'appelle tout simplement le blanc brillant. Ok, donc ces quelques aspects-là, je pense on doit connaître cela. Maintenant, les masses molaires, les masses volumiques, chaque métal, des scientifiques ont essayé de déterminer la masse volumique et c'est ça que nous allons mettre dans le tableau. Donc là, le cuivre, la masse volumique, c'est 8900. Ici, on a mis kilogrammes par mètre cube. Ok? Donc l'aluminium, c'est 2700 kilogrammes par mètre cube. Le fer, c'est 7800. Et là, maintenant, le zinc, c'est 7100. Et ici, le plomb, c'est 11300. En voyant, en fait, ces masses volumiques, automatiquement, on a une idée sur la lourdeur de chaque métal. Donc ici, en voyant ici la masse volumique du plomb, autrement dit, le plomb est plus lourd. Ok? Maintenant, les températures de fusion aussi. Donc, des grands scientifiques ont travaillé sur ça. Et ici, on a 1083 degrés Celsius. Donc, ça veut dire si vous voulez mettre le cuivre si vous voulez fondre le cuivre, il faut avoir une température de 1083 degrés Celsius. C'est extrêmement une très grande température. Donc, l'aluminium, c'est 660. Et là, on a 1540 degrés Celsius. Et ici, on a 420. Et là, on a 327 degrés Celsius. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, la masse molaire. Donc, je pense les masses molaires, c'est sûr. Vous avez rencontré cela peut-être dans votre cursus. Le cuivre, on sait que la masse molaire du cuivre, c'est 64 grammes par mol. L'aluminium, on connaît, c'est 27. Le fer, c'est 56 grammes par mol, ou bien grammes mol moins 1. Le zinc, c'est 65. Et ici, le plomb, c'est 207. Donc, vous voyez, le plomb est extrêmement lourd en fait. OK? Le plomb, souvent, les maçons, ils ont ce qu'ils appellent le fil à plomb. Donc, c'est fait à base de plomb. Sinon aussi, les masses marquées, souvent il y a certains pour faire le pesage sont en plomb. Sinon, les masses qu'on utilise aussi pour faire le lancer poids, ou bien tout simplement les gens qui font un peu des haltérophiles, souvent ces masses-là qu'on soulève, etc., sont en plomb d'une certaine mesure. Ben, je pense qu'il peut y avoir aussi certains qui sont en fer, mais en général sont en plomb. Et maintenant, la conductibilité électrique, ce qu'il faut comprendre, tous les métaux conduisent le courant électrique. Mais là, peut-être on va les classer avec un ordre, disons, le plus excellent au le moins excellent. Le meilleur des conducteurs électriques, c'est le cuivre. Et c'est la raison pour laquelle tous les fils électriques que nous avons en général sont en cuivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cuivre, c'est un très très excellent. On peut maintenant les placer, disons, à classer en termes de premier, deuxième, mais sachez que le cuivre, c'est un excellent conducteur. Et l'aluminium, c'est aussi un conducteur, on peut dire en tout cas, c'est un bon conducteur en tout cas. Le fer aussi, c'est un conducteur, même si ce n'est pas peut-être assez bien, on peut apprécier assez. Et là, on a maintenant le zinc. Bon, c'est vrai, le zinc, on sait que c'est un conducteur, mais c'est très rare qu'on prend un fil et on dit c'est un zinc, même si on sait que ça conduit. OK? Le
Le plomb aussi, c'est un conducteur. Peut-être ici, on le place en 5e position. Mais en général, le cuivre et l'aluminium, souvent, c'est les fils que nous avons, les fils électriques, soit c'est en cuivre, soit en aluminium. En fer, peut-être ça peut arriver, mais extrêmement rare, en tout cas. Donc c'était ça. Donc, c'est ça un peu les propriétés physiques. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Donc, si on parle de propriétés physiques, ça renvoie tout simplement à l'aspect physique, c'est-à-dire la couleur, ça renvoie à la masse volumique, ça renvoie à la température de fusion, ça renvoie tout simplement à la masse molaire, à la conductibilité électrique et souvent même à la conductibilité thermique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les métaux conduisent la chaleur, autrement dit, ce sont des conducteurs thermiques. La deuxième séquence concerne les propriétés chimiques en tant que telles. Et dans les propriétés chimiques, nous allons voir, donc là, on peut dire, c'est le grand 2 en fait. Donc, grand 2, propriétés chimiques, disons, des métaux, ok, usuels. Et là, la première propriété chimique qu'on va voir ici, c'est l'oxydation. Donc, on va voir oxydation des métaux. Et on verra un peu oxydation. Donc, l'oxydation des métaux, on verra que si vous avez un métal, que ça soit du fer par exemple, vous le laissez à l'air libre, avec un certain temps, vous voyez, il y a la formation de la rouille. Et donc, ce phénomène qui détruit en fait le métal, c'est ça qu'on appelle l'oxydation. Mais étant donné, nous l'avons fait à l'air libre, ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention, en tout cas d'une manière à accélérer l'oxydation. C'est ça qu'on appelle l'oxydation à froid. Maintenant, on verra aussi l'oxydation à chaud. Mais dans un premier temps, regardons un peu, on va traiter oxydation à froid. Donc, oxydation à froid. Donc, vous avez un métal, quel que soit le métal, vous le laissez à l'air libre. Qu'est-ce qui se passe? L'exemple du fer que nous connaissons le plus souvent, en tout cas que nous citons le plus en tout cas, le fer, vous le laissez, ça peut être par exemple une porte en fer, vous le laissez 1 an, 2 ans, vous voyez, il y a une formation de la rouille. Et donc, cette rouille-là détruit en fait ce fer, ou bien si c'est une porte, ça détruit en fait la porte. Et ça, on l'appelle aussi, disons, la corrosion. Donc, on peut dire oxydation d'une manière globale, ça veut dire quoi? Si on parle de oxydation, c'est l'action du dioxygène sur un métal donné. Donc, c'est ça, on peut l'oxydation. Sinon, d'une autre manière, on peut dire c'est la réaction entre le dioxygène et un métal. Ok, donc c'est ça l'oxydation. Maintenant, à froid, ça veut dire c'est à l'air libre tout simplement. Et pour être simple là, on va voir, citer en tout cas, les métaux et chaque métal, on va voir si ça s'oxyde, quel est le produit formé. Donc là, on peut voir par exemple le cas dit, peut-être là on peut les nommer comme ça, petit a si vous voulez, cas du fer. Donc oxydation du fer si vous voulez. Donc l'oxydation du fer, donc le fer, on sait que la formule chimique c'est Fe. Vous le laissez à l'air libre avec le dioxygène, donc ça se forme en fait on oxyde ferrique ou bien oxyde de fer 1 de formule Fe2O3. Et cet oxyde ferrique qui est appelé aussi la rouille, donc communément appelé la rouille ou bien oxyde ferrique. Ok, donc la rouille ou bien oxyde ferrique. Et là, on peut équilibrer, comme c'est une équation, on peut équilibrer. Et si on équilibre, ici, on a 2 atomes de fer, ici, il y a un atome de fer, donc on peut multiplier ici par 2. Donc, on a équilibré les fers. Là, nous avons 2 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène. Donc, ce n'est pas équilibré. Donc là, je peux multiplier par 3,5.
3 demi fois 2, ça donne 3, donc ça me donne tout simplement 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène. Et sinon, pour éviter la fraction, je peux multiplier partout par 2 toute l'équation et ça me donne finalement ici Fe plus O2 donne Fe 2O3. Ok? Et là, si je multiplie ici par 2 partout, donc je multiplie par 2 ici, ça me donne 4. Ici, je multiplie par 2, il y avait déjà divisé par 2, ça me donne 3 tout simplement. Ici, donc c'est ça un peu l'équation. Donc ici, pour rappel, on l'appelle communément rouille ou bien oxyde ferrique. Oxyde ferrique, donc vous entendez oxyde, comme vous l'entendez ici, oxyde ferrique. Donc ferrique ici maintenant c'est 2R, oxyde ferrique, ou bien on l'appelle tout simplement oxyde de fer. Oxyde de fer 1, 1 comme le chiffre romain, 1, ok, donc c'est ça. Maintenant, on peut voir aussi le cas de l'aluminium. Cas de l'aluminium. Donc l'aluminium, nous le... Ici, c'est un seul L pour ne pas mettre aluminium, I avant le U. Aluminium, donc ici le symbole c'est Al, ici le symbole c'est Fe. Donc, vous avez l'aluminium, donc à l'air libre, donc il y a une couche qui se forme qu'on appelle tout simplement alumine. Alumine ou bien oxyde tout simplement d'aluminium. Donc, en termes concrets, si j'ai de l'aluminium en présence de dioxygène, donc à l'air libre, il y a une formation de Al2O3. Et ici, on l'appelle alumine, ou bien on peut l'appeler tout simplement d'oxyde d'aluminium. Ok? Donc là, comme tout à l'heure, on peut équilibrer. Donc si on équilibre, soit on peut avoir, c'est à peu près le même type. On peut avoir 2 aluminium ici, 2, ici 3 demi. Sinon, je multiplie partout pour avoir maintenant là, pour ne pas avoir la fraction, ça me donne 4 Al, 3 ici, 2. Et là, on peut vérifier. Il y a 4 atomes d'aluminium. 2 fois 2, 4. 4 atomes d'aluminium, c'est équilibré. 3 fois 2, 6. 6 atomes d'oxygène. 2 fois 3, 6. 6 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça. OK. Maintenant, les autres petits C, on va voir maintenant K. Les autres, on va les mettre ensemble. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, après là, nous avons le fer. On a déjà le fer, l'aluminium. On va avoir K du cuivre, K du cuivre, du plomb et du zinc. Donc, ok. Donc, ces cas-là, on va voir. Mais là, nous n'allons pas écrire l'équation bilan. Donc, dans le programme, ce n'est pas écrit. Mais ce qu'il faut retenir, tout simplement, vous avez du cuivre ou bien du plomb, vous le laissez, ou bien du zinc, vous le laissez à l'air libre. Donc, il y a une couche protectrice qui se forme. Et cette couche-là est appelée hydrocarbonate. Hydrocarbonate, donc si c'est le cuivre, on parlera de hydrocarbonate de cuivre, ou bien hydrocarbonate de plomb, ou bien hydrocarbonate de zinc. Donc là, je peux écrire, nous avons une couche qu'on appelle une couche protectrice hydrocarbonate. Ok, ça peut être de cuivre par exemple, ou bien de zinc, ou bien de plomb. Mais retenez tout simplement, c'est une couche protectrice qui se forme donc sous l'effet du dioxygène de l'air. Donc c'est ça un peu l'oxydation à froid. Maintenant, au-delà de l'oxydation à froid, il y a ce qu'on appelle l'oxydation à chaud. Donc l'oxydation à chaud, ça se passe dans une haute température, ou bien en tout cas on brûle tout simplement le métal. Donc là on peut dire grand 2 petit 2, oxydation à chaud. Oxydation à chaud. Donc chaud comme ok, ici c'est D, pas H, pas X plutôt. Donc chaud comme quelque chose qui est chaud. Ok. Oxydation à chaud. Là, on va prendre chaque métal. On va voir. Donc on va les citer. Donc ici on peut avoir
à K du fer. Donc, oxydation K du fer. Donc, le fer, vous l'avez et vous le brûlez. Vous le chauffez si vous voulez. Donc, qu'est-ce que se passe? Donc, vous avez le fer, Fe, en présence de dioxygène. Donc, ça donne un oxyde ferrique, disons un oxyde de fer en tout cas. Ici, on appellera oxyde de fer 2. On a Fe3O4. Vous voyez? Donc, c'est ça, on peut. Donc là, on peut l'appeler oxyde de fer 2. Oxyde de fer 2. Sinon, on l'appelle aussi oxyde magnétique. Oxyde magnétique, on peut appeler ça oxyde magnétique. Ok, donc c'est ça. Donc là, ça veut dire il y a deux oxydes pour le fer. Si c'est à froid, nous avons parlé d'oxyde ferrique ou bien oxyde de fer 1. Ouais, là c'est Fe2O3. Par contre, maintenant, si c'est l'oxydation à chaud, on a Fe3O4, on l'appelle oxyde de fer 2 ou bien oxyde magnétique. Et là, on peut équilibrer l'équation. Nous avons ici 3 atomes de fer. Ici, on multiplie par 3 pour équilibrer. Là, on a 4 atomes d'oxygène. Ici, il y a 2. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Donc, ici, on a 2. Donc, c'est équilibré. On peut vérifier. 3 atomes de fer, 3 atomes de fer, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène. Et donc, c'est ça. Donc, l'oxydation à chaud du fer, c'est comme ça. Maintenant, là, on peut voir cas de l'aluminium. Cas de l'aluminium. Donc, on va faire l'oxydation à chaud de l'aluminium. Contrairement à l'oxydation du fer, l'aluminium, en fait, que ça soit à chaud comme à froid, ne change pas d'oxyde. Donc, l'oxydation à froid de l'aluminium et l'équation bilan qu'on peut avoir, c'est ceci. Donc, on trouve de l'alumine. Donc, nous l'avons tout à l'heure dit. Donc, Al2O3. Et là, si on équilibre, on peut faire comme nous l'avons déjà fait ici. Donc là, donc ici, on l'appelle alumine. Alumine, donc nous l'avons tout à l'heure dit. Donc retenez que l'aluminium à chaud comme à froid, nous avons le même type d'oxyde. On l'appelle alumine ou bien oxyde d'aluminium. Ok? Donc là, maintenant, on peut continuer. On a petit c, cas du cuivre. Cas du cuivre. Cas du cuivre. Ok, oxydation au cuivre, du cuivre, maintenant à chaud. Comment ça se passe? Donc à chaud, le cuivre maintenant s'oxyde en 2 étapes. Donc si vous chauffez le cuivre, il y a une partie qui est rougeâtre, il y a une partie maintenant qui est un peu noire. La partie la plus chaude, c'est cette partie-là qui est un peu noire. La partie la moins chaude qui est rouge, qui est en fait, donc maintenant, nous avons 2 oxydes. Si on a le cuivre, on fait l'oxydation, on peut avoir CuO. Donc là, on l'appelle tout simplement oxyde cuivrique, donc de couleur en fait, oxydation du cuivre, disons à chaud, oxydation à chaud du cuivre. Et là, c'est très simple. Donc, si vous avez, par exemple, ici, un bec benzène qui est là. Disons, on a un bec benzène qui est là. Et le bec benzène, donc, c'est allumé. Donc, ça dégage un peu de la flamme. Une barre de cuivre du moins. Là, nous avons une barre de cuivre. Si vous chauffez, qu'est-ce que se passe? Donc, il y a une partie qui est très chauffée, qui est là. Et cette partie-là devient, ici, la partie la plus chauffée ici, devient noire. Ok? Et donc, cette partie-là devient noire. C'est la partie la plus chauffée qu'on a mis directement au niveau de la flamme. Et cette partie-là s'appelle tout simplement oxyde
oxyde cuivrique. Oxyde cuivrique. Donc là, la couleur c'est noir. Une autre partie maintenant qui est oxydée, mais qui est moins chauffée par rapport à là, et donc ici qui est un peu rougeâtre. Et donc ça c'est oxyde cuivreux, qui est appelé ici oxyde cuivreux. Ici, oxyde cuivreux. Et oxyde cuivreux de couleur rouge. Et là maintenant, quelle est l'équation bilan de cette oxydation à chaud, disons, du cuivre? Donc, nous avons deux oxydes. Donc, si vous avez le cuivre plus le O2, donc ici, on a CuO. Et c'est ça qu'on a appelé le oxyde cuivrique. Oxyde cuivrique. Qui est de couleur ici, nous l'avons dit, de couleur noire. OK? Et l'autre maintenant, là, on peut équilibrer l'équation. Et si on équilibre, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a 2, on met 2 ici. Donc là, on mettra 2, donc c'est équilibré. La partie maintenant qui est rouge, on l'appelle oxyde cuivreux. Donc Cu plus O2 donne Cu2O. Cu2O. Et là, on l'appelle oxyde cuivreux de couleur rougeâtre. Donc, c'est cette partie-là. Donc, on peut, ici, on l'appelle oxyde cuivreux. Donc, retenez bien ça. Oxyde cuivreux de couleur rouge. OK? Oxyde cuivrique de couleur noire. Et retenez tout simplement la partie qui est plongée dans la flamme, c'est la partie la plus oxydée. Et cette partie devient noire, ce qu'on a appelé oxyde cuivrique. Et l'autre partie maintenant, moins chauffée, ce qu'on appelle l'oxyde cuivreux, donc de couleur rouge. Donc c'est ça un peu par rapport à l'oxydation à chaud du cuivre. On peut continuer le cas maintenant du zinc. Le cas du zinc. Cas du zinc. Donc, l'oxydation à chaud du zinc donne ce qu'on appelle oxyde de zinc. Donc, vous avez le zinc comme ça. Vous chauffez. Donc, ça donne oxyde de zinc, tout simplement. ZNO, oxyde de zinc. Oxyde de zinc. OK, donc là, maintenant, on peut équilibrer. Donc, nous avons ici 2 atomes d'oxygène. Pour équilibrer le O, je mets 2. Ici, donc, il y a 2 atomes de zinc. Je mets ici 2. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on termine par le plomb. Donc, oxyde de plomb, disons. Je vais dire K du plomb. K du plomb. K du plomb. OK? Donc, l'oxydation à plomb aussi se fait en 2 étapes. Donc, vous chauffez le plomb. Tout à l'heure, dans le tableau qu'on avait, avec les températures de fusion, on avait 327 degrés pour la fusion du plomb. Donc, à 327 degrés, nous avons en fait un oxyde de plomb qu'on appelle le massico. Et si on continue encore à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, on a un autre oxyde oxyde de plomb qu'on appelle le minium. Donc, là, on peut dire ici, nous avons le Pb, le plomb, c'est Pb, ici. Donc là, on a le PbO, le PbO. Et là, ça se passe à 327 degrés Celsius. Là aussi, on peut équilibrer. Ici, on met 2. Là, on met 2, donc c'est équilibré. Vous voyez. OK? Donc, c'est ça un peu pour le LS. Là, on l'appelle le massico. Massico, comme vous l'entendez. Massico. Maintenant, si on continue à chauffer à une certaine
manière, ça veut dire là, on prend le plomb, on continue à chauffer, le massico du moins, on continue à chauffer. Donc, ça peut donner en fait maintenant l'aluminium. Donc là, je prends le PbO plus O2 donne Pb3O4, ce qu'on appelle le minium. Donc le minium, ce n'est rien d'autre, un oxyde, mais un oxyde qu'on a à une température, en tout cas on peut élever. Ici c'est 450 degrés Celsius, 450 degrés Celsius. Et donc là, on peut équilibrer. Donc si on équilibre ici, on a ici, si on équilibre, donc si vous avez 3 Pb ici, on peut mettre ici 3, donc 3 Pb, ici 3 O, ici on a 2 O, donc là pour avoir 4 O, il faut multiplier ici par 1,5. Si vous voulez maintenant, on peut multiplier le tout par 3, donc ici nous avons le massico PbO plus O2 donne Pb3O4, le minium. Et là, nous avions avec une fraction, je multiplie partout par 2. Ici, ça nous donne 6. Ici, il n'y a rien. On démit les 2, c'est simplifié. Ici, on a 2. On peut vérifier. Il y a 6 atomes de plomb. Ici, il y a 3 fois 2, 6 atomes de plomb. 6 atomes d'oxygène plus 2, ça donne 8. 2 fois 4, 8 atomes d'oxygène. Donc, c'est ça. Maintenant, sinon, d'une autre manière, on peut faire l'oxydation du plomb. Ça veut dire en chauffant le plomb d'une manière continue. Donc, si on a le Pb plus O2, on continue à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, comme là, jusqu'à 450 degrés Celsius. Directement, on peut aboutir au minium. Donc là, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, on l'appelle le minium. Ok, donc là, nous pouvons avoir ceci. Et là, on peut équilibrer tout simplement. Donc, si on équilibre ici, nous avons en fait ici 3, disons, parce qu'il y a 3 atomes de plomb. Ici, il y a 4. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Donc, je multiplie ici par 2. Donc, on aura ici, donc c'est équilibré. Donc, pour l'oxydation à plomb, ce qu'il faut comprendre à chaud, nous avons 2 étapes. Donc, si vous chauffez jusqu'à 327 degrés, on obtient ce qu'on appelle le massico. Donc, c'est la formule PbO. Donc, c'est le massico. Ou bien oxyde de plomb. On peut l'appeler aussi oxyde de plomb. Si vous continuez ce plomb-là, disons, ce massico-là, à chauffer jusqu'à 450 degrés Celsius, on obtient ce qu'on appelle le minium. Sinon, si on prend le plomb, d'une manière continue, on chauffe jusqu'à 450 degrés, on obtient directement le minium. Donc, c'est ça, on peut l'oxydation à plomb. Nous allons continuer avec vous sur la leçon quelques propriétés chimiques des métaux usuels, qui est une leçon en classe de 3e. Nous avons déjà fait 2 séquences, à savoir d'abord un peu les propriétés physiques et l'oxydation des métaux, que ça soit à froid ou bien à chaud. On continue ici, nous avons grand 3, action des acides dilués sur les métaux usuels. Et les métaux usuels, pour rappel, on a ces 5 métaux que nous avons écrits avec leur symbole ici. Maintenant, on va prendre acides dilués tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Et on commence d'abord l'action de l'acide chlorhydrique sur les métaux usuels. Et ce qu'il faut retenir, que tous les métaux usuels réagissent avec l'acide chlorhydrique sauf le cuivre. Donc retenez bien ça, sauf le cuivre. Donc tous les métaux usuels, à savoir le fer, l'aluminium, le plomb, le zinc, réagissent avec l'acide chlorhydrique. Et maintenant le cuivre ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Et là, ce qu'il faut comprendre, on va prendre maintenant chaque métal, on le fait réagir avec l'acide chlorhydrique pour voir maintenant qu'est-ce qu'on obtient en termes d'équation bilan. Ok, donc on peut prendre des cas, on peut dire avec
avec le fer, c'est-à-dire l'action de l'acide chlorhydrique avec le fer. Et donc là, on peut avoir maintenant deux équations, ce qu'on appelle l'équation globale et l'équation ionique. Souvent, l'équation ionique, on peut l'appeler tout simplement l'équation réduite. Donc là, on peut dire équation globale. Et là, on peut, je vais abréger par la suite, équation globale, je vais noter ça, EG. Et donc, qu'est-ce que se passe? Ici, nous avons, sinon pour avoir assez d'espace, j'ai ici H plus Cl-. Et donc, ça, c'est l'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Et plus le fer. Et qu'est-ce que se passe? Ici, donc, il y a une réaction qui existe. Et cette réaction maintenant donne ceci. On a ici, on a Fe2 plus Cl-. Et donc là, plus H2 qui se dégage. Et là maintenant, on regarde, est-ce que les charges sont équilibrées? Non. Donc ici, il va falloir qu'on mette ici un 2. Donc, on a deux charges négatives, deux charges positives. Les charges se neutralisent, donc on peut, la molécule est électriquement neutre. OK? Donc, sinon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut là, pour équilibrer le tout, on mettra tout simplement ici 2. Dans les documents, il arrive souvent maintenant, on écrit ça, par exemple, là, c'est le chlorure de fer. Souvent, il y a certains documents jusqu'à présent où on retrouve ça. Mais retenez, en fait, normalement, ça doit être ionique parce qu'en fait, c'est sous forme liquide. Et donc, même si souvent on peut rencontrer ça, mais à vrai dire, c'est ce que nous devons avoir. OK? Mais retenez ça bien comme ça. OK? Donc, là, c'est l'équation globale. Maintenant, l'équation réduite, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'équation réduite. Donc, chaque fois on a un acide produit des ions H+. Donc, ce qui est responsable de l'acidité d'un acide, c'est les ions H+. Autrement dit, ce qui caractérise un acide, c'est le fait de libérer des ions H+. Donc, si on veut maintenant faire une équation ionique, ça veut dire qu'on prend tout simplement les ions qui sont responsables de l'acide, qui sont les ions H+. OK, donc là, j'ai les ions. Peut-être là, je mets équation ionique, équation ionique. OK, là maintenant, je veux mettre H+. Ici, ça représente l'acide tout simplement. H+. Ici, H+, plus Fe. Ça donne, ici, on a Fe2 plus H2 qui se dégage. Et là, on peut équilibrer. Donc, si on équilibre, on met ici tout simplement 2. En regardant, les charges sont équilibrées. Les atomes aussi sont équilibrés. Donc, c'est ça avec le fer. On va faire la même chose avec l'aluminium. Donc, ici, on peut mettre petit b avec l'aluminium. Donc, on prend l'acide. On prend l'acide chlorhydrique, donc on le fait réagir avec l'aluminium. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc l'équation globale, ici, l'équation ionique, on va abréger ça comme ça. OK? L'équation globale, c'est ce que nous avons abrégé par EG. OK? Et donc, qu'est-ce que se passe? Nous avons ici maintenant de l'acide chlorhydrique en présence maintenant Al. Qu'est-ce que se passe? On a Al3 plus Cl-. Donc, plus Cl- ici donne, disons, plus H2. Et dans ces réactions-là, il y a toujours un dégagement de H2. D'abord, ici, il faut mettre un 3 pour que les charges soient équilibrées. OK? Donc là, maintenant, on va équilibrer le tout pour les charges. Nous avons ici
ici, donc on va mettre ici, si on met donc 2, ok, donc ça ne sera pas, je vais mettre 6 directement, je pense que c'est mieux. Ici, je mets 3. Et là, maintenant, donc c'est équilibré. Ok, là, je mets 2 ici. Ici, on met 2. Donc c'est ça, c'est équilibré. Et là, ce qu'il faut comprendre, ici, il faut non seulement équilibrer les charges, mais équilibrer aussi les atomes. Si les atomes sont équilibrés et que les charges ne le sont pas, donc ce n'est pas bien équilibré dès lors. Et ici maintenant, on peut vérifier. Nous avons 6 atomes d'hydrogène, 3 fois 2, 6, 6 atomes d'hydrogène. 6 atomes de chlore, 2 fois 3, 6, 6 atomes de chlore. 2 atomes d'aluminium, 2 atomes d'aluminium. Donc c'est équilibré. On regarde les charges. Ici, il y a 6 charges positives, 6 charges négatives et les charges se neutralisent. Ici, 2 fois 3, 6 charges. 6 charges ici. Positives, 2 fois 3, 6 charges aussi négatives, les charges se neutralisent, donc c'est bien équilibré. Là, si nous avons maintenant l'équation ionique, et l'équation ionique, on prend tout simplement l'acide. L'acide ici, c'est H+, disons les ions H+, plus Al donne Al3+, plus H2. Là, on équilibre aussi. Il faut penser qu'il faut équilibrer les charges, aussi bien aussi les. Ici, on aura 2. Donc, les charges sont équilibrées. Ici aussi, on met là. Donc, c'est équilibré. Donc, c'est ça l'équation ionique. Et ici, maintenant, petit c, on va prendre avec le zinc. Avec le zinc. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'équation globale, on l'écrit rapidement. Équation globale, on a H+, ici c'est L-, c'est l'acide chlorhydrique, plus Zn. Donc, le zinc Zn donne, ici Zn, 2+, plus Cl-. Donc, là, plus H2. Et là, ce qu'il faut comprendre ici aussi, il faut que tout le temps, les charges soient équilibrées. Donc, ici, il y a un 2 pour équilibrer les charges. Et là, donc, je mets un 2, donc tout est équilibré. Vous voyez, on peut. Maintenant, l'équation ionique. Ici, on peut mettre l'équation ionique très facilement. On a H+, là, plus H+, plus H plus Zn. Donc, donne, ici, on a Zn 2 plus H2 qui se dégage tout simplement. Ok? Et donc, dans ce cas, on peut équilibrer. On met tout simplement un 2 ici. Ok? Donc, c'est ça, on peut avec le zinc. Maintenant, on fait la même chose avec maintenant le dernier, avec maintenant le plomb. Donc, petit d, avec le plomb. Avec le plomb. Ok, le plomb, c'est Pb, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on a? L'équation globale. Qu'est-ce qu'on a? On a H+, Cl-, c'est l'acide chlorhydrique, plus le plomb, Pb. Donc donne Pb 2 plus Cl-. Là, plus H2 qui se dégage. Ok? Donc là, il faut que les charges soient équilibrées. Ici, on a 2. Ici, maintenant, je mets 2. Donc, c'est équilibré, le tout. Maintenant, l'équation réduite pour cette partie-là, l'équation réduite, disons l'équation ionique, si vous voulez, H+, plus Pb donne Pb2 plus H2 qui se dégage. Ok? Et là, maintenant, on équilibre. Il faut mettre 2 ici pour équilibrer
On peut. Et donc, c'est ça, on peut retenir que l'acide chlorhydrique sur les métaux, il réagit avec tous les métaux sauf le cuivre. Et différemment, on a les équations bilan qu'on peut avoir. Et là, maintenant, on peut l'appeler chlorure de fer, ici chlorure d'aluminium, ici chlorure de zinc, chlorure de plomb. Ok? Donc, c'était ça. Là, on va voir le grand 3 petit 2, action de l'acide sulfurique sur les métaux usuels. Et donc, on a un peu la formule de l'acide sulfurique. C'est un acide aussi dilué. Donc, si on a l'acide sulfurique réagit également avec tous les métaux sauf le cuivre. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec l'acide chlorhydrique, on va faire la même chose. Donc, ici, on va mettre petit a. Donc, avec le fer, on commence avec le fer. Donc, l'acide sulfurique réagit avec le fer. Si on prend maintenant l'équation globale, bilan global, on peut avoir ici 2H plus SO4 2-, c'est ça l'acide sulfurique, plus fer, Fe, donne, ici maintenant, ça donne, ici, nous avons Fe, 2 plus, Fe2 plus, Fe2 plus SO4 2- plus H2. Donc c'est ça, on peut, ce que nous obtenons. Et là, on peut vérifier est-ce que c'est équilibré. C'est bien équilibré. Il y a deux atomes d'hydrogène, un atome de soufre, quatre atomes d'oxygène, un atome de fer, En termes de charge, il y a deux charges positives ici, 2 fois plus, ici 2 charges positives, 2 charges négatives. Les charges se neutralisent. Ici aussi pareil, 2 charges positives, 2 charges négatives, donc c'est équilibré. On n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Ici maintenant, l'équation ionique réduite. Là, tout à l'heure, je vous disais que si vous avez une équation bilan réduite, ça veut dire on prend le H+, c'est-à-dire l'acide, parce que les acides dégagent des ions ou bien libèrent des ions H+. Donc ici, on aura H+, plus Fe donne Fe2 plus H2. Et là, si vous remarquez bien, avec ce qu'on avait tout à l'heure, avec l'acide chlorhydrique, on a en fait la même équation ionique. Donc c'est ça un peu la particularité de l'équation ionique. Ça veut dire que ça ne change pas, même si l'acide change. Donc parce que en fait c'est les ions H+ qu'on prend. Ok? Donc avec maintenant petit b, on va voir avec. Donc on a fait avec le fer, avec maintenant l'aluminium. Avec l'aluminium, si on fait l'équation globale, donc on fait réagir l'acide sulfurique avec l'aluminium. L'équation globale nous donne ceci. Vous voyez, comme ça. Donc en présence d'aluminium, donc ça donne. Ici on a Al fois plus, donc plus SO4 2-. Et là maintenant on met SO4 2- plus H2 qui se dégage. Donc 6 charges positives, 6 charges négatives. Donc c'est ça l'équation. Donc l'équation ici, l'équation pour l'équation globale, c'est ça. Ok? Donc là maintenant on va prendre l'équation ionique cette fois-ci. Équation ionique. Nous avons H+ plus
Al donne H plus Al. Donc, donne ici Al 3 plus Al 3 plus SO4 2 moins. Maintenant là, plus H2. Et là, chaque fois, il faut équilibrer. On met ici 2. On met ici 3 pour équilibrer les charges. Ce qui fait qu'ici, je mets 6 directement. Ici, je mets 2. L'équation réduite, qu'est-ce qu'on a? C'est plus simple. L'équation réduite, on a ceci. On a H plus AL. Ici, ça donne AL 3 plus H2. Et là, pas O, hein, H2 tout simplement. Ici, maintenant, on équilibre. Ici, on a 6. Ici, on met 3. Ici, on met 2. Et 2. Donc, si vous regardez, c'est la même équation qu'on avait avec l'acide chlorhydrique et l'aluminium. Donc, l'équation ionique, en fait, ne change pas, même si l'acide change pour un métal. Donc, là, petit c, on peut prendre maintenant avec le zinc. Avec le zinc. Et avec le zinc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si on prend l'équation globale, on a H, disons H plus S de moins, comme ça, plus Zn donne, donc ici on a Zn 2 plus SO4 2 moins plus H2. Ok, là on met ça en parenthèse. Ici maintenant il faut équilibrer. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour équilibrer, ici tout est équilibré. Donc tout est équilibré. Maintenant, si on veut avoir l'équation ionique maintenant, équation ionique, qu'est-ce qu'on a? On a là H plus Zn donne Zn 2 plus H2. Et là, si on équilibre, on a en fait la même équation qu'on avait tout à l'heure, l'équation ionique. Donc là, c'est équilibré. Ok? Donc, on termine maintenant avec le plomb. Avec le plomb. Et là, on peut appeler ça petit d. Avec le plomb, si on écrit l'équation globale, donc l'acide sulfurique réagit avec le plomb. Donc, selon l'équation globale suivante, on a H plus, disons comme ça, plus SO4, 2 moins, donc plus Pb donne Pb 2 plus SO4 2 moins. Et là maintenant plus H2 qui se dégage. Et là maintenant on voit que tout est équilibré. Ok? Donc maintenant l'équation ionique, qu'est-ce qu'on obtient pour l'équation ionique? Donc nous avons ici pour l'équation ionique H plus ici Pb, H plus Pb, ici ça donne Pb 2 plus H2. Et donc c'est ça, on peut. Là aussi, ici, pour équilibrer, on met tout simplement ici un 2 pour équilibrer. Non seulement les charges sont équilibrées, et les atomes aussi sont équilibrés. Ok? Donc, c'est ça on peut avec l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique plutôt. Donc, on peut retenir que l'acide sulfurique réagit avec les métaux usuels, sauf le cuivre. Et là, maintenant, selon les métaux choisis, on a les différentes équations bilan. Et donc, c'est ce que nous avons ici.
Ok, maintenant là, on va terminer par action de l'acide sulfurique maintenant sur action de l'acide sulfurique sur sur l'acide nitrique. On peut écrire ça, donc ça sera notre dernière partie. Action de l'acide nitrique. Action de l'acide nitrique sur les métaux usuels. Sur les métaux usuels. Acide de l'acide nitrique sur les métaux usuels. Là, nous n'allons pas écrire des équations bilan, en fait. Ce n'est pas au programme. Mais ce qu'il faut comprendre, les métaux usuels aussi réagissent avec l'acide nitrique, sauf en fait l'aluminium. Et en réagissant, ça dégage en fait une vapeur qu'on appelle vapeur nitreuse. Donc la réaction entre l'acide nitrique et les métaux, ça, disons, ça donne de la vapeur nitreuse. La vapeur nitreuse. Donc évidemment aussi, il y a tout le temps aussi un dégagement de gaz, c'est-à-dire le dihydrogène qui se dégage. Mais retenez ça. Donc l'acide nitrique réagit avec les métaux, sauf l'aluminium. Ça ne réagit pas avec l'aluminium. Maintenant, il y a certains où la réaction est très rapide. Mais retenez, ça dégage des vapeurs nitreuses ou bien une vapeur, on peut mettre ça au pluriel si vous voulez. L'action de l'acide nitrique sur les métaux usuels donne des vapeurs nitreuses et aussi un dégagement de dihydrogène. Et l'acide nitrique ne réagit pas avec l'aluminium. Maintenant, ne réagit pas avec l'aluminium. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.